Des travaux qui vont avoir lieu à la fin de la saison. Ensuite, pour ce qui est de Filion-Fournel, tout va bien. Tout va comme prévu. Tout ça avance et notre signalisatrice que vous voyez tous les matins au coin de Fournel et Sainte-Anne-des-Lacs passe en fait un très beau moment à Sainte-Anne-des-Lacs. Elle a pris la peine de m'en parler personnellement. Puis on va faire une publication à la municipalité de son témoignage parce qu'elle a créé un attachement aux citoyens qui ont pris soin d'elle pendant toute la durée des travaux. Ils ont essayé de la changer de place. Ils ont essayé de l'envoyer sur un autre travail. Puis elle a insisté auprès de l'entreprise de signalisation pour rester à Sainte-Anne-des-Lacs. Donc, je dois dire que je suis extrêmement fière de toute la municipalité parce que je trouve que c'est une histoire de cœur, qui montre en fait la force de notre communauté. Donc, merci à tous pour tout ça. Ensuite, nettoyage des chemins. Donc, vous savez, le nettoyage des rues n'a pas été, a été fait, mais il y a des endroits où on va devoir repasser parce qu'on n'était pas satisfait là, du résultat. Donc, vous pouvez vous attendre à ce qu'il y ait un repassage du balayeur de rue. Naturellement, ce petit délai-là va engendrer des délais pour le lignage des rues là, qu'on prévoyait de faire à la fin juin. Donc, il va y avoir un petit délai à ce niveau-là. Et pour l'entretien des fossés puis les travaux publics, donc, on a fait pas moins de 850 mètres déjà depuis le début de la saison. Donc, la planification va très bien. L'équipe travaille très fort, travaille beaucoup. Et tout ça, entre autres, grâce à notre nouveau coordonnateur aux travaux publics qui est là par intérim, Joé, qui est dans la salle avec nous. Donc, bonjour Joé. Donc, merci Joé d'avoir joint l'équipe. Joé est aussi pompier volontaire à Sainte-Anne-des-Lacs. Donc, vous allez avoir l'occasion de le voir sur le terrain de la municipalité au travail, mais vous aurez peut-être aussi l'occasion de le voir dans des activités sociales et communautaires à titre de pompier. Donc, dans les questions envoyées à l'avance, nous avons Madame Labrec qui demande, qui dit qu'il a lu récemment là, des informations comme quoi que les barquettes alimentaires de styromousse vont maintenant dans le bac de recyclage. Elle veut savoir si c'est possible de faire ça à Sainte-Anne-des-Lacs. Donc, non, pour ce qui est du styromousse, ça continue d'aller dans les bacs de styromousse qui sont prévus à cet effet-là, proches des semis enfouis. Puis c'est ça, c'est qui naturellement, c'est une bonne question parce que dépendamment des régions, ce n'est pas les mêmes fournisseurs là, de services pour ce qui est du recyclage. Il y a plusieurs entreprises qui font du recyclage. Donc, nous, dans la MRC des Pays d'en haut, le styromousse continue d'aller dans les bacs prévus à cet effet-là, à l'hôtel de ville. Ensuite, M. Claude Pouliot nous a envoyé une question concernant la vitesse sur béquille. M. Pouliot a des inquiétudes du fait que là, il y a le détour pour la construction qui se fait par le chemin béquille. Donc, il y a une augmentation de l'achalandage. Il y a des gens qui vont vite. Le chemin est étroit. Donc, il nous demande si on est au courant de la situation et si des mesures vont être prises. Donc, oui, nous sommes au courant de la situation. Il y a plusieurs choses qui ont été déployées actuellement, notamment, là, on a une grande campagne de sensibilisation avec des panneaux avec les dindes là, pour s'assurer là, que les gens respectent la vitesse sur le territoire. Aussi, on a des indicateurs de vitesse qui sont déployés à 3 endroits dans la municipalité et ils vont changer de secteur au courant de l'été. Et le secteur dont M. Pouliot fait partie est déjà prévu dans notre planification.
Et il y a une plus grande présence policière à bord du chantier. Donc, on sait que la police est au courant, la SQ est au courant de tout ça et a déjà fait des arrestations là, aux abords du chantier pour vitesse ou les stops, les gens qui ne font pas leur stop. Ensuite, dernière question, on a reçu plusieurs questions de Mme Virginie Lupin concernant le projet du 19 des érables. Donc, il y a plusieurs des questions, en fait, qui ont déjà reçu des réponses ou qui se trouvent sur le site de la municipalité. En fait, moi, je suis très heureuse de voir qu'il y a vraiment beaucoup d'intérêt pour ce dossier-là du 19 des érables. Donc, j'ai des questions de Mme Lupin. Je reçois aussi des questions de la part de citoyens que je croise au parc, au dépanneur, tout ça. Donc, je suis contente de voir ça. On a eu près de 40 répondants à la question qu'on a posée. Puis, en fait, pour certaines des questions plus précises de Mme Lupin, comme j'ai dit, tout ce qui concerne les critères, puis le processus, tout ça, ça se trouve sur le site web de la municipalité. Et pour les autres questions, on va devoir attendre que le conseil ait une orientation très claire sur ce dossier-là. Il y a encore beaucoup de questions que le conseil doit explorer avant de se prononcer sur la suite de ce dossier-là. Donc, on est encore en attente de réponse. Ce que je veux rappeler, c'est on a fait un processus là, de participation citoyenne. Ça, vous savez, la démocratie, ça change beaucoup. Puis, maintenant, ce n'est pas seulement la participation des citoyens, ce n'est pas une fois aux 4 ans. Maintenant, la nouvelle façon de procéder dans les municipalités, c'est de consulter les citoyens en amont. Puis dans ce projet-là, c'est ce qu'on a fait. Donc, le conseil, dans ce qu'on appelle le processus d'idéation, donc c'est avant toute chose, là, avant de même prendre des orientations, le conseil municipal est allé auprès de la population pour avoir des idées sur quoi faire. Donc là, c'est un beau projet. C'est un beau projet pour notre communauté. C'est un projet qui est structurant. Et je dois vous dire que je ne veux pas presser les choses dans ce dossier-là. Puis le conseil non plus. Donc, je vais vous dire que, il reste 4 séances du conseil. Je ne sais pas si le conseil municipal va arriver au bout de ce projet-là comme il l'aurait souhaité. Mais puisque c'est un projet dans lequel il y a déjà beaucoup de participation citoyenne et qu'on documente très, très bien à la municipalité, il se peut que ce soit un projet qui soit porté par le prochain conseil municipal de Sainte-Anne-des-Lacs. Donc, on verra la suite des choses pour ça. Ensuite, on va passer à l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Hélène Morrison. Merci, Madame Morrison. Est-ce qu'il y a des modifications à faire? On va passer au vote. Pour. 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 Adopté à l'unanimité. Ensuite, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2025. Je m'abstiens de voter puisque j'étais absente. Est-ce qu'il y a un proposeur? Jean-Sébastien. Est-ce qu'il y a des commentaires? On va passer au vote. Pour. 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 Adopté à l'unanimité. Journal des factures payées et à payer. On parle d'accepter la liste des factures payées au 31 mai 2025 pour un montant de 256 003,33 et d'accepter la liste des factures à payer au 31 mai 2025 pour un montant de 1 423 532. Qui propose? Jean-Sébastien. Est-ce qu'il y a des commentaires?
Peut-être rassurer la population que le 1 400 000, ça inclut 1 million de la SQ. Oui, Hein? Mais parfait. Merci, M. Vaillancourt. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? On va passer au vote. pour, Pour. Adopté à l'unanimité. En 5.2, dépôt du rapport de dépenses au 31 mai 2025. Est-ce qu'un conseiller fait le dépôt? Jean-Sébastien. Merci beaucoup, M. Vaillancourt. Et puis ce soir, on ne va pas présenter le rapport de dépenses parce que là, on a 17 diapositives pour vous sur 5.3. Madame Robert, le dépôt des faits saillants et du rapport du vérificateur externe pour l'année 2024. Excusez-nous, en ligne, on a un petit problème technique pour la projection du rapport des vérificateurs. Madame Perron accourt à notre rescousse. J'ai d'autres qualités que l'informatique. Oui, les clients. Ah, merveilleux. En plus, on a tellement des belles choses à vous annoncer. Ça aurait été tellement dommage. Donc, comme chaque année, nous avons été audités pour l'année financière 2024. Chaque année, on attend les états financiers consolidés avec la Régie intermunicipale de police qui est pratiquement fermée. Et cette année, on a réussi à avoir tous les chiffres à temps pour la séance de ce soir, donc on est bien content.
Un petit rappel rapidement des grands projets de 2024 parce que c'est ce qui se retrouve dans nos états financiers. Donc, on a la réflexion du chemin Filion-Fournel. En environnement, nous avons fait 4 études de sécurité sur des barrages. On a fait les études des eaux souterraines et on a fermé le projet de remplacement des puisards. Donc, on a fermé le projet et on l'a transféré dans la dette à long terme. Au niveau des loisirs, on a fait l'acquisition du lac Loisel. On a acheté une installation de descente de kayak pour l'île Benoît. Donc, à partir de maintenant, quand vous allez venir faire du kayak à l'île Benoît, ce ne sera plus périlleux pour votre vie. On a acheté une installation qui nous permet de s'installer de façon sécuritaire dans le kayak. On a acquis une génératrice pour le centre communautaire, ce qui nous a permis de sauver la Saint-Jean l'année passée. Nous avons fait le projet Hôtel de ville avec espace bibliothèque. En fait, on a pu faire tous les travaux d'architecture et nous avons installé une thermopompe à la caserne. On voit pas très bien. OK. Voilà. Au 31 décembre 2024, au niveau des subventions à recevoir, il y avait un montant de 7 400 000. C'est essentiellement le projet Filion-Fournel. Donc, c'est ce que nous attendons comme subvention pour le projet Filion-Fournel. Au niveau de la trésorerie, donc au 31 décembre 2024, nous avions une liquidité de 2,5 millions. Ce qui est intéressant, c'est que là, la vapeur a été complètement renversée avec une liquidité au positif de 2,5 millions. On a été capable de dégager des intérêts, des revenus d'intérêt par rapport, voir les chiffres, c'est parfait, par rapport à l'argent qu'on avait dans notre compte de banque. Au niveau de l'évolution de la dette, donc, vous voyez, en 2023, on avait fait pour 295 000 d'immobilisation et en 2024, 7,2 millions. Donc, on s'en attendait. C'est la réfection du chemin, des chemins Filion et Fournel. Donc, c'est tout l'investissement qu'on a fait principalement en immobilisation. Et on sait que dans le futur, quand on va fermer notre emprunt à court terme, là, on est en train de faire les travaux, on est dans un emprunt à court terme. Dans le futur, peut-être dans l'an 2026, on va être en mesure de fermer ces prêts-là et de le transférer dans la dette à long terme. Donc, il faut s'attendre que ce 7 millions-là, bien, ce ne sera pas 7 millions parce qu'on attend des subventions, mais quand on aura fermé le projet Filion-Fournel, il y aura de la dette qui va transférer dans la dette à long terme. Au niveau de la dette à long terme actuellement, donc en 2024, on a procédé à la fermeture de vieux projets. Là. Il y avait des ponceaux qu'on avait terminés depuis assez longtemps. Il y avait les installations septiques, qui était un projet qui durait déjà depuis plusieurs années. Donc, on a fermé ces projets-là. Ils ont donc passé de la dette courante à la dette à long terme. Donc, on est passé de 3,8 millions à 4,5 millions. Et sans plus attendre, l'état des résultats. Alors, je pense que la ligne qui nous intéresse tous, c'est la dernière ligne en bas, le surplus réalisé pour l'année 2024 de 2 39 228. Donc, un beau surplus. Au niveau des revenus, je vous l'avais déjà annoncé, ça, ce n'était pas une surprise. On a dégagé beaucoup plus de droits de mutation que ce qu'on avait prévu au budget. Donc, ça, on l'a suivi ensemble toute l'année en 2024, puis on s'en attendait de dégager un bon surplus par rapport aux droits de mutation. On en avait déjà parlé également au niveau de la ristourne TVQ. On a eu une surprise du gouvernement, toutes les municipalités, on ne s'attendait pas à ça. Donc, on a eu un montant
beaucoup plus élevé que ce qui avait été prévu au budget. On a également des mises à jour par rapport à des nouvelles constructions, des nouveaux garages. Tout ça, ça a dépassé, dans le fond, la prévision qu'on avait fait au niveau du budget. Donc ça constitue encore un autre montant dans le surplus. L'intérêt qu'on a fait sur notre liquidité, qui n'avait pas été autant estimé au niveau du budget. Donc, au niveau des revenus, c'est un excédent de 1 390 000 en excédent de revenus. Au niveau des dépenses, donc là, je voulais expliquer l'année passée, c'est un petit peu compliqué l'état des résultats d'une municipalité parce que ce n'est pas seulement que les revenus contre les charges. Monsieur Wood, on pourra s'en reparler. C'est vraiment différent dans une municipalité. Donc là, actuellement, si on regarde la ligne budget 2024 versus budget, le réalisé de 2024, on a l'impression qu'on a dépensé plus que le budget, mais ça, ce n'est pas vrai. C'est parce que dans les écritures comptables, il y a là des chiffres qui sont reclassés après. Donc, les vraies charges de l'année 2024, c'est le petit astérix en bas, 7 915 000. Ça, c'est vraiment ce qu'on a dépensé en 2024. Donc, ce qui nous permet aussi de dégager du surplus par rapport à des dépenses qu'on n'a pas effectuées. Il y a quoi là-dedans? Alors, il y a le déneigement qui a coûté moins cher et surtout l'essence. On avait prévu la différence d'essence là, entre le contrat et le réel, mais ça n'a pas coûté autant cher qu'on pensait. Donc, on a dégagé un surplus à cet endroit-là. On a dégagé un surplus dans la masse salariale un petit peu partout dans la municipalité. Il nous a manqué des employés. On a eu des employés en maladie. On a également engagé des nouveaux employés, donc les salaires ont fluctué en cours d'année. On a dégagé de l'économie par rapport au salaire. Et il y a des honoraires professionnels un petit peu à droite et à gauche aussi qu'on n'a pas réalisés. Donc, on avait prévu faire affaire avec des professionnels et on ne l'a pas fait, notamment en voirie. Encore cette année, en 2024, on n'est pas allé à l'externe pour faire les travaux. On a fait nos travaux à l'interne, ce qui nous a permis de dégager, de dépenser moins que ce qu'on avait prévu au départ. Au niveau des charges non réalisées, il y a un point que je voulais vous parler. Je ne l'ai jamais expliqué vraiment, donc je me suis dit c'est l'occasion. Le reclassement de la part des auditeurs. Donc, vous savez, dans le municipal, l'année financière, c'est un bloc entre le 1er janvier et le 31 décembre. On est là-dedans. Nous, on se fait auditer en avril de l'année suivante. Donc, en avril, là, ça fait longtemps que l'année est terminée. Les auditeurs arrivent et ils font ce qu'on appelle des reclassements. Donc, ils passent des écritures comptables qui retravaillent les chiffres. Rendu au mois d'avril, on n'a pas l'opportunité de dire « Ah, ils viennent de nous dégager des montants, ben, je vais les dépenser. » On ne peut plus. L'année est terminée au 31 décembre. Je vous donne un exemple sur l'année 2024 de reclassement parce que ça a eu un impact majeur, le reclassement en 2024 de 205 000 qui est resté en surplus dans nos dépenses. C'est les intérêts pour le projet Filion-Fournel. Donc, nous, on avait prévu dépenser les intérêts dans le budget courant, mais rendu au mois d'avril, les auditeurs ont dit « Ah, sais-tu quoi? On repense à ça, puis finalement, on va les reclasser dans la dette à long terme. » Ce qui fait en sorte qu'on a laissé 205 000 sur la table qu'on avait prévu dépenser au budget. Donc, à chaque année, les auditeurs arrivent puis ils font des reclassements comme ça, des écritures. Il y a des nouvelles décisions qui se prennent. Des fois, c'est au niveau des subventions. On a fermé le PRABAM en 2024.
Des fois, c'est au niveau des règlements d'emprunt. Et ça fait en sorte que même si on suit le budget, quand les auditeurs arrivent, font des reclassements, ça vient changer les résultats de la municipalité, que ce soit du côté déficit ou du côté surplus. Donc, je trouvais que c'était une notion intéressante à vous présenter ce soir. Donc, le surplus accumulé avec notre 2 millions de cette année, on est rendu à 2 766 311 de surplus accumulé en 2024. Alors, je laisse maintenant place au conseil municipal pour affecter le surplus. Merci beaucoup, Madame Robert. Je pense qu'on peut dire que c'est mission accomplie. J'aimerais vous féliciter pour cette belle année. J'aimerais vous remercier, Madame Robert, parce qu'on se souviendra votre, vos premières séances du conseil municipal avec nous il y a 2 ans. 2023, c'est ça. Ça avait été, l'année 2022 avait été très difficile. Le dépôt des vérificateurs l'avait bien démontré. Puis, vous aviez été embauché pour votre expertise en matière de finances municipales. Puis, on peut dire que vous avez bien livré la marchandise parce que vous avez fait un redressement spectaculaire des finances de la municipalité. Puis le conseil municipal, mais je crois aussi les citoyens vous doivent beaucoup. Merci beaucoup, Madame Robert. Est-ce que quelqu'un voudrait faire le dépôt? Hélène Morrison. Merci, Madame Morrison. Maintenant, en 5.4, avis de motion et dépôt du projet de règlement 608-2025 pour la création d'une réserve financière. Donc, ici, on parle de constituer un fonds de stabilisation. Donc, pour commencer, je vais commencer en vous disant que nous avons eu cette présentation-là jeudi passé. Donc, ça fait quelques jours à peine là, que le conseil municipal a été mis au courant là, de ce surplus et là, le total du surplus accumulé de 2,7 millions. Vous comprenez qu'on a beaucoup de discussions à avoir au sein du conseil municipal sur l'affectation de ces ressources-là. Par contre, il y a une chose que le conseil municipal tenait à faire, puis je crois que c'est, bien, écoutez, c'est ce qui se fait de mieux actuellement en matière de saine gestion des finances municipales, c'est la constitution d'un fonds de stabilisation. Un fonds de stabilisation, ce que ça fait, c'est que ça vient réserver des sommes d'argent dans le budget municipal qui servent à stabiliser un budget, qui servent à stabiliser un budget, le budget courant d'une municipalité. Donc, le meilleur exemple, et Mme Robert en a parlé, c'est l'essence. On a dans nos contrats, puis particulièrement bon, les contrats de déneigement, il y a toujours une clause sur l'essence. Et on s'est fait prendre en 2022 où il y a eu une grosse augmentation du coût de l'essence. Et ça a eu un impact important sur le budget parce que là, il a fallu sortir 125 000 qui n'étaient pas budgétés. Et quand il y a des imprévus de cette nature-là, ce que ça fait dans un budget municipal, c'est qu'on doit couper ailleurs et on doit modifier la planification des dépenses de la municipalité en cours d'année. Donc, on doit se réajuster. Et là, donc là, ce qu'on fait, c'est que soit qu'on le prévoit au budget, puis là, si finalement, il n'y a pas de fluctuation dans le prix de l'essence, bien là, on a trop taxé les citoyens. Puis si on ne le prévoit pas, bien, on est pris qu'on doit essayer de trouver cet argent-là autrement.
Donc, un fonds de stabilisation, ce que ça vient faire, c'est que ça vient répondre aux imprévus de nature soit économique ou de nature environnementale. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. On a eu des printemps plus difficiles où on a dû déployer beaucoup de ressources et octroyer des contrats parce qu'on a eu des grands vents, il y a eu des problèmes avec des ponceaux, des effondrements de chemin, de bout de chemin. Et tout ça mobilise beaucoup, beaucoup de ressources. Donc, est-ce qu'on prévoit cet argent-là au budget, puis à chaque année, ben, soit qu'on fait un surplus ou, enfin, c'est des sommes qui sont tellement imprévues qu'elles sont difficiles à prévoir. Donc, le fonds de stabilisation, ce que ça permet de faire, c'est d'avoir un fonds qui est constitué pour les imprévus. Et par la suite, ben, le conseil municipal peut, par exemple, décider de renflouer en remboursant un peu comme un fonds de roulement sur une certaine période d'année les emprunts ou les sommes qui ont été prises dans ce fonds de stabilisation-là. Donc, après ça, ça donne au conseil municipal un peu plus de flexibilité au niveau du budget, puis ça permet d'avoir une stabilisation de l'augmentation de la taxation. Et ça permet de stabiliser justement tout ce qui est de prévoir ou justement ne pas prévoir les imprévus. Donc, ne pas prévoir inutilement des imprévus et ne pas vivre constamment dans la peur que, bon, s'il y a quelque chose, on va être prêt, on ne sera pas prêt. Bien là, on le sait, on va être prêt pour les imprévus financièrement et ça n'aura pas d'impact sur les activités courantes de la municipalité. Aussi, ça peut être également, ça peut servir à si, par exemple, on détecte une espèce aquatique envahissante dans un lac, mais là, ça permet d'avoir un budget pour agir promptement et répondre rapidement à la situation. Donc, ici, on a un avis de motion puis un dépôt de projet de règlement. Qui fait l'avis et le dépôt? Hélène Morrison. Merci, Madame Morrison. Est-ce qu'il y a des commentaires de la part des conseillers? J'ai une question. Allez-y. Le, le montant en question, est-ce qu'il n'a pas été divulgué encore? Est-ce qu'il est placé avec intérêt? Est-ce qu'il est accessible en tout temps? Comment ça fonctionne? Oui, écoutez, bonne question. Merci, M. Dupuis. Mais vous pouvez le dévoiler puisque vous avez eu la documentation. Je vous invite à le dévoiler si vous avez envie. C'est un demi-million. Donc, on prévoit un demi-million à mettre dans le fonds de stabilisation. Puis, en fait, ce qui est très intéressant ici, c'est que pour pouvoir aller chercher des sous dans le fonds de stabilisation, il doit y avoir une résolution. Donc, ça permet également une transparence entre le conseil municipal et les citoyens à savoir comment cet argent-là va être utilisé. Et si, par exemple, un conseil municipal futur voudrait fermer ce fonds de stabilisation-là, ben là, c'est un règlement qu'on propose. Donc, il y a tout un processus là, pour abroger un règlement de cette nature-là. Donc, éventuellement, qu'un conseil municipal voudrait fermer le fonds, ben, les citoyens, vous serez au courant là, de la fermeture de ce fonds-là. Donc, c'est sûr que ça vient vraiment augmenter la transparence du conseil municipal envers les citoyens. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Je vais la reformuler parce que je considère que je n'ai pas eu de réponse à ma question. Allez-y. Est-ce que le fonds d'un demi-million est placé? C'est-à-dire, éventuellement, s'il advenait qu'on avait besoin d'une dépense de 200 000, est-ce qu'on emprunte à la banque 200 000 pour se réembourser éventuellement avec le fonds ou si on utilise le fonds pour dépenser immédiatement 200 000? Est-ce que je suis un peu plus clair dans ma question? Oui, c'est ça. C'est sûr qu'il y a de l'intérêt à le mettre dans un compte d'intérêt là, parce que c'est quand même des sommes importantes. Mais si vous voulez, c'est très intéressant. Avez-vous une proposition à nous faire? Parce qu'en fait, ça, c'est l'avis de motion puis le dépôt du projet.
Puis, on peut rajouter des spécifications. Donc, pour le moment, il n'y a rien de spécifié à cet effet-là dans le projet de règlement tel qu'il est présenté. Mais si vous voulez faire une proposition, on peut tout à fait le rajouter, puis ça peut être rajouté pour l'adoption. Vous avez pris connaissance de mes recommandations. Je vous laisse Oui. la technicalité. Parfait. Merci, M. Dupuis. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Donc, c'était avis de motion et dépôt. Donc, il n'y a pas de vote ici. Puis, c'était Mme Morrison. Est-ce que vous me permettez une autre question, Sur le même sujet? s'il vous plaît? Ben oui, allez-y, M. Dupuis. Est-ce que ça va être facile pour le prochain conseil de réinvestir dans ce fonds-là s'ils en ont l'intention? Oui, absolument. Le prochain conseil municipal pourra se doter d'un mécanisme on peut dire, de remboursement ou pour remettre de l'argent dans ce fonds-là. Donc, nous ici, ce qui est proposé dans le règlement, c'est de réserver une somme du surplus budgétaire accumulé. Mais un prochain conseil municipal pourrait, par exemple, décider une année si, par exemple, 50 000 est pris suite à un incident météorologique extrême, il pourrait décider de faire un remboursement sur 2 ans de 25 000 ça sera, ça, pour le moment, c'est encore ouvert. C'est sûr que s'il y a des membres du conseil qui voudraient que le remboursement au fond soit plus contraignant que ce qui est proposé actuellement dans le projet de règlement, il y a des possibilités de le faire. Et ce que je comprends, c'est que dans le fond, s'il y a une dépense, il n'y a aucune obligation de rembourser la dépense dans le fond. Le fonds de 500 000 pourrait s'épuiser en peu de temps. Il n'y a aucune obligation de le remettre à niveau, c'est ça? Pour le moment, c'est ce qui est effectivement proposé. C'est sûr qu'une règle plus contraignante qui oblige un conseil municipal à devoir rembourser dans un certain laps de temps, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et si vous faites une proposition dans ce sens-là, moi, je trouve que c'est très intéressant. Est-ce que vous voulez faire une proposition dans ce sens-là? Vous m'inviterez à vos discussions. Parfait. Mais écoutez, les débats se passent aussi en séance du conseil. Je trouve que c'est un exercice très intéressant pour les citoyens. On va passer en 5.5, demande de soutien pour Soupe et compagnie. Est-ce que quelqu'un voudrait présenter le point? Madame Morrison ou Monsieur Dupuis? Est-ce que vous voulez présenter le point ou Madame Morrison? Je peux le faire. Allez-y. Soupe et compagnie est un organisme à but non lucratif et toute aide qui peut être apportée par la municipalité est appréciée. Les gens qui font du bénévolat auprès de Soupe et compagnie sont comme moi. Ils sont un peu âgés, manquent de force physique. Donc, si la municipalité est prête à nous aider pour installer des tables, installer des chaises, c'est apprécié. Si en plus de ça, il n'y a aucun frais qui est demandé pour utiliser la table, pas la table, mais la salle, bien ça aussi, c'est apprécié. Si en plus la municipalité a des fonds, puis est capable de subvenir avec un certain montant pour aider Soupe et compagnie, mais tout ça est très apprécié. Et c'est ce que fait Soupe et compagnie depuis quelques années. Elle sollicite de l'aide auprès de la municipalité. Est-ce que j'ai assez bien résumé? Absolument. Absolument. Est-ce que vous proposez? Je propose. Merci, M. Dupuis. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Mais moi, j'aimerais remercier Françoise qui est avec nous dans la salle aujourd'hui, qui gouverne Soupe et compagnie de Sainte-Anne-des-Lacs d'une main de fer et tous ces bénévoles qui sont toujours au rendez-vous. Puis, on a vu à travers les années que c'est un événement pour
tous les citoyens, pour toute la communauté. Puis à chaque soupe et compagnie, à chaque dîner, il y a de nouveaux citoyens qui se joignent pour rencontrer des voisins, pour venir faire partie de la communauté. Puis c'est à chaque fois, c'est un moment qui est tellement, vous êtes accueillant et accueillante, c'est invitant, c'est chaleureux, puis ça apporte énormément de bonheur à toute la communauté. Donc, je vous remercie beaucoup, Françoise. Et Robert qui assiste, qui épaule, qui épaule Françoise. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Juste un petit rappel, là, je pense que c'était le dernier pour la saison estivale. Le prochain, en septembre, alors le premier mercredi du mois. OK. Fait que juste un rappel pour les citoyens, venez vous joindre le mercredi. OK. Parfait. Oui, c'est ça. Il y a toujours des communications de la municipalité, là. Donc là, ça va être terminé pour l'été, mais on vous revient à l'automne avec les nouvelles dates pour l'automne. On va passer au vote. Pour. Pour. Adopté à l'unanimité. 5.6, contrat de service, numérisation de documents municipaux. Monsieur Vaillancourt? Oui, donc la numérisation des vieux documents est une obligation légale. On en parle à chaque année. Le mois dernier, on a aussi embauché à temps partiel une aide pour classer et trier les documents. Mais il reste que certains documents d'une certaine volumétrie, donc les plans de grande dimension, doivent être numérisés par une firme externe. Donc ce soir, ce qu'on fait, c'est qu'on donne un contrat pour lequel il y a un montant. Évidemment, c'est un prix associé à la copie, donc tout dépendant du besoin réel, les montants peuvent varier. Mais ce soir, on offre au plus bas soumissionnaire conforme à l'appel d'offres, c'est-à-dire Imagix, pour un montant de 17 334, le contrat de numérisation des documents d'archivage de la municipalité. Je propose. Merci, Monsieur Vaillancourt. Est-ce qu'il y a des commentaires? On va passer au vote. J'ai peut-être une remarque. Ah, allez-y, Monsieur Dupuis. Est-ce que l'écriture est exacte pour le fournisseur Jules Solutions? Oui, il répond partiellement au document. Arrêtez, il n'a pas répondu à toutes les cases demandées là, au niveau des dimensions et tout. Il manque l'info. OK. C'est pour ça que j'ai précisé conforme et plus bas. C'est bon. Parfait. Est-ce Ouais. qu'il y a d'autres commentaires? On va passer au vote. Pour. Pour. Adopté à l'unanimité. 6.1, prise en charge et asphaltage chemin Plume de Feu et Pluvier. Monsieur Vaillancourt? Oui, donc exactement comme il a eu lieu le mois dernier, ce soir, on mandate la municipalité de mettre en application la politique pour la municipalisation d'un chemin. Donc, cette fois-ci, par contre, c'est pour le chemin Plume de Feu et Pluvier. Plume de Feu étant en deux parties, Pluvier étant à l'extrémité de Plume de Feu. Donc, on mandate la municipalité de rencontrer les citoyens du chemin, des deux chemins, à vrai dire, conformément à la demande qui a été formulée à la municipalité. Je propose. Merci, Monsieur Vaillancourt. Est-ce qu'il y a des commentaires? On va passer au vote. Pour. Pour. Adopté à l'unanimité. 7.1, autorisation de signature de l'entente pour le développement du hockey féminin dans la région des Laurentides. Madame Morrison? Bonsoir à tous. Alors, c'est simplement une proposition pour venir soutenir le hockey féminin au niveau du temps de glace pour que ça soit équivalent masculin et féminin. Alors, on vient soutenir cette demande-là régionale. Je propose. Merci, Madame Morrison. Est-ce qu'il y a des commentaires? On va passer au vote. Pour. Adopté à l'unanimité. En 7.2, modification de la politique d'accès à la baignade en nature. Madame Morrison? Oui, merci. Alors, la période estivale arrive sous peu. La baignade va être ouverte à partir du 21 juin. Il y a eu quelques modifications au niveau de l'horaire suite aux commentaires et des riverains et des utilisateurs. Alors, la baignade va être ouverte le samedi et le dimanche de midi à 18 h et le jeudi et vendredi de 15 h à 18 h.
Qu'est-ce qui change un peu cette année, c'est que les sauveteurs font partie des employés de le camp de jour, fait qu'on ne fera pas affaire avec une compagnie externe où on a eu plusieurs difficultés l'année passée avec des contretemps où les sauveteurs ne se présentaient pas. Alors, on va avoir des sauveteurs à même les personnes engagées pour le camp de jour, en plus un accompagnateur qui va être présent. Vous connaissez toute Émilie, ça pourrait être quelqu'un d'autre de temps en temps, mais il va y avoir 2 personnes, un surveillant et un accompagnateur pour s'assurer du bon fonctionnement de notre baignade en nature. Merci. Je propose. Merci, Madame Morrison. Est-ce qu'il y a des commentaires? On va passer au vote. Pour. 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 Pour adopter à l'unanimité. En 7.3, addenda, protocole d'entente intermunicipale des municipalités de la MRC des Pays d'en haut. Donc, à chaque année, c'est un document qu'on renouvelle. Cette année, il y a Saint-Adolphe d'Howard qui se joint au protocole d'entente. Donc, ça permet d'avoir des rabais dans les entre ça permet d'avoir des rabais pour les citoyens des municipalités qui sont dans le protocole d'entente pour des cours qui sont donnés dans d'autres municipalités. Qui propose? Hélène Morrison. Est-ce qu'il y a des commentaires? On va passer au vote. Pour. 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 Adopté à l'unanimité. Urbanisme. En 8.1, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme. Monsieur Vaillancourt. J'attendais le signal, là, je suis prêt. En réalité, au dernier CCU, une seule dérogation, pas de règlement. Donc, un petit CCU bien simple et très productif. Je vais présenter la dérogation mineure dans exactement 2 points. Donc, j'en fais le dépôt. Merci, Monsieur Vaillancourt. Ce n'était qu'un test. Je suis. Un test de décorum. C'est une blague. En 8.2, adoption du règlement de concordance qui modifie en fait le règlement sur les permis et certificats 1004. Monsieur Vaillancourt? Oui, donc conformément à la procédure longue, c'est maintenant le 3e mois qu'on vous en parle. C'est un règlement de concordance avec les règlements de la MRC qui traite à la notion de pente et de sommet et de construisibilité. Donc, c'est vraiment essentiellement des définitions et de l'implantation. Donc, ça a été présenté en consultation publique il y a 2 mois. J'en propose. Vous faites la proposition. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires? On va passer au vote. Pour. 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 Adopté à l'unanimité. En 8.3, demande de dérogation mineure concernant le 10 chemin des Lilas. Monsieur Vaillancourt? Oui, donc la dérogation mineure qui a été discutée lors du CCU était à propos du 10 chemin des Lilas sur une marge avant secondaire. Il faut comprendre que la résidence est là avant même que la notion de marge avant secondaire existe, mais la nature des travaux a forcé une demande de construction et non pas de rénovation parce que l'état de la charpente nécessitait des travaux d'envergure totale, c'est-à-dire de la détruire, de la rasseoir sur la même fondation. Donc, la dérogation consiste à accepter une marge d'avant secondaire de 7,64 au lieu de 10,7. Il faut considérer que la marge avant elle est amplement supérieure au 10,7 requis. On considérait que la réglementation et la situation ne causaient ni préjudice. La réglementation causait préjudice par rapport à l'implantation. C'est vraiment une situation qui a forcé à la destruction de la maison. L'installation septique a été rénovée, tout est récent, l'implantation était parfaitement conforme lorsque la construction a été faite. Donc, il a été recommandé par le CCU d'accepter la dérogation avec une implantation à 7,64 mètres de la marge avant secondaire. Je propose. Merci, Monsieur Vaillancourt. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui aimerait se prononcer au sujet de cette dérogation mineure-là? Est-ce qu'il y a des membres du conseil qui ont des commentaires ou qui souhaitent se prononcer? On va passer au vote. Pour. 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 Adopté à l'unanimité.
En 9.1, c'est l'adoption du plan de sécurité civile 2025. Donc, vous savez, c'est important de mettre à jour notre plan de sécurité civile. Donc, ça faisait quelques années déjà qu'on avait commencé la révision de ce plan-là. C'est quand même un très gros document là, de plus de 200 pages. Puis, en fait, ça traite là, de plusieurs situations hypothétiques et comment on devrait réagir, comment la municipalité va s'organiser dans ces cas de situations hypothétiques-là. Donc, vous savez, par exemple, nous avons un corridor aérien au-dessus de Sainte-Anne-des-Lacs. Donc, régulièrement, on va voir des avions passer. Donc, comment est-ce que la municipalité va répondre promptement si, par exemple, il y avait un avion qui tombait sur Sainte-Anne-des-Lacs? En cas de feu de forêt, par exemple, c'est une préoccupation que les citoyens ont particulièrement. Là. C'est ça. Rupture de barrage, c'est aussi... en fait, rupture de barrage a été rajoutée. Donc, je vous invite à aller lire ce document-là, particulièrement s'il y a des situations là, qui vous inquiètent plus qu'une autre. Là, on a déjà eu beaucoup de questions là, concernant les feux de forêt. Donc, ce document-là va être disponible sur le site de la municipalité. Qui propose? Jean-Sébastien. Est-ce qu'il y a des commentaires? Moi, j'en ai. Allez-y, M. Dupuis. Mea culpa. Je n'avais pas lu l'ancien plan de sécurité civile. Celui-là, il est effectivement volumineux. Ma question est la suivante. Qui maîtrise tout ce qu'il y a dans ce document de plan de sécurité civile 2025? Est-ce que s'il arrive quelque chose, ce n'est pas le temps d'aller fouiller dans le plan, savoir quoi faire? Alors, qui va maîtriser ce plan-là? Mais il y a deux personnes à la municipalité en particulier qui maîtrisent très bien le plan de sécurité civile. C'est sûr qu'en cas de déclaration d'état d'urgence, c'est Mme Robert qui est en charge. Puis naturellement, Mme Robert est assistée par son équipe de directeurs et dépendamment des situations, c'est sûr que au niveau là, de la sécurité incendie, Mme Robert va être appuyée. Là. Actuellement, nous sommes en contrat là, au niveau de l'état-major avec la municipalité de Morin Heights. Donc, c'est le directeur là, de Morin Heights qui maîtrise ce document-là jusqu'à temps qu'il y ait des changements à ce niveau-là. Mais la prochaine personne qui prendrait, par exemple, le poste de Patrick Marié, mais là, maîtrisera ce document-là à son tour. Avez-vous Commentaire. d'autres commentaires? Non. Oui, M. Vaillancourt. En réalité, loin de moi de dire que je maîtrise les 218 pages de documents, là. C'est un outil. Donc, en réalité, il arrive telle situation. C'est un regroupement de checklists essentiellement dans telle situation, qui je dois contacter. Donc, je ne pense pas que personne peut la maîtriser et l'avoir en tête à tout jour de l'année en prévoyant qu'une catastrophe arrive. Mais c'est vraiment un ramassis de panne électrique, premier intervenant, deuxième situation, le chauffeur. Donc, c'est un outil. C'est un outil de gestion en cas de crise. Je ne pense pas qu'il y ait personne qui devrait connaître les 218 pages par cœur, là. Non, mais il faut au moins savoir Oui, ce qui M. contient. Dupuis, vous pouvez y aller. Merci. L'important, c'est de savoir qu'est-ce qui contient, puis est-ce qu'on peut se référer à ça? Oui. Puis il y a Pas le également connaître par cœur, là. oui, il y a également de la formation là, qui va être donnée aux employés sur ce nouveau plan de sécurité civile. Puis, on sait au niveau là, des incendies, ils font souvent des mises en situation. Donc, ils vont pouvoir se baser également sur ce document-là pour faire des mises en situation dans leurs exercices. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? On va passer au vote. Pour. Pour adopter à l'unanimité. En 9.2, autorisation d'achat de 3 tenues intégrales de combat de feu. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi les bunkers. À chaque année, vous savez, là, on doit renouveler notre équipement. Donc, on fait ça graduellement pour ne pas devoir absorber là, cette dépense-là d'un seul coup là, quand il faut changer les tenues intégrales. Donc, ici, on parle de 3 tenues intégrales
auprès du fournisseur Aérofeu pour 9 489 $. Puis, en fait, la dépense va être effectuée au fonds de roulement sur une période d'amortissement de 5 ans. Donc, les bunkers sont considérés comme des immobilisations. Et ça, c'est le genre de dépense qui se fait très, très bien dans le fonds de roulement parce que c'est notre fonds de roulement, je vous rappelle, là, il n'y a aucun intérêt. C'est de l'argent qu'on s'emprunte à nous-mêmes. Donc, c'est ce qui est proposé ici. Qui propose? Jean-Sébastien. Est-ce qu'il y a des commentaires? On va passer au vote. Pour. Pour. Adopté à l'unanimité. En environnement, en 10.1, dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif en environnement, tenue le 26 mai. Madame Morrison. Oui, je ferai le dépôt du procès-verbal. Essentiellement, le CCE s'est penché sur le plan de climat de la MRC qui propose des subventions aux villes dans l'MRC. Fait qu'on a regardé ensemble, on a eu des grandes discussions par rapport à est-ce qu'il y a des sujets qui nous touchent plus que d'autres. On a parlé des eaux souterraines, on a parlé aussi de la foresterie urbaine. On a parlé beaucoup d'informer, d'éduquer parce que souvent, on a des arbres ici à Sainte-Anne sur les terrains privés. Qui peuvent être dangereux? Est-ce que les citoyens savent comment ils peuvent les échanger ou les abattre pour mettre d'autres essences d'arbres? Alors, on a parlé de ça pour ces subventions-là. On a aussi fait le tour du fonds environnemental parce qu'on avait des critères qui ne tenaient pas trop la route. On demandait aux citoyens s'ils voulaient emprunter ou avoir un projet sur le fonds environnemental, mais il fallait que le citoyen débourse de l'argent. Ce n'est pas l'objectif. Aussitôt qu'un citoyen, comme pour le club partage, on ne veut pas que le citoyen débourse de l'argent. Fait qu'on a eu quelques critères qu'on a revus, puis on a parlé des mandats qui s'en viennent là, au niveau de l'abrasif pour voir là, les différentes méthodes qui sont les mandats là, pour 2024 pour le CCE. Je fais le dépôt. Merci, Madame Morrison. Il n'y avait pas de divers. La correspondance est déposée au conseil. Puis maintenant, on va aller à la période de questions. Est-ce que je vais commencer? Est-ce qu'il y a des conseillers qui ont des commentaires à faire? Merveilleux. Madame Robert, est-ce que je peux vous demander de prendre les questions en note parce que je vais aller remplir mon verre d'eau? Parfait. Donc, vous pouvez lever la main. Madame Robert va prendre les questions. Ah ben, écoutez, s'il y a juste 2 questions, je pense que... Ah, 3 questions. Je vais attendre. 4, 5. Ah, bon. C'est- Bon, j'ai conclu un marché avec Mme Morrison. On commence tout de suite et elle est allée bien gracieusement me chercher un verre d'eau. Monsieur Drennan. Bonsoir. J'ai 2 petites questions. Euh, En référence à votre premier commentaire ce soir, Madame la mairesse, le ministère du Transport est accepté de faire certains reboisements, etc. Est-ce que le ministère du Transport a permis de réparer la rampe pour l'entrée du 15 et qu'est-ce qu'on fait pour que ça n'arrive pas aussi souvent que ça arrive maintenant? Oui. Vous savez de quoi je parle? Oui, ben oui. Ben, écoutez, on en parle pratiquement à toutes les séances du conseil parce que c'est effectivement, là, c'est un problème qui perdure. Je rappelle que au moment où toute cette intersection-là avait été repensée,
par le ministère des Transports à l'époque. Le conseil municipal avait adopté une résolution en dénonçant la nouvelle configuration. Et Madame Monique Laroche, la mairesse de l'époque, est allée faire des représentations auprès du ministère des Transports et ils ont insisté de garder cette configuration-là. La réponse, c'était ben, les normes, les normes, les normes. Ben là, vous le savez qu'actuellement, dans le milieu municipal, les municipalités s'élèvent contre ces normes-là qui sont constamment ajoutées sur nos épaules et qui ne sont pas toujours réfléchies, puis on voit qu'ils n'ont pas les effets souvent qui sont prévus. Donc, on ajoute des normes pour notre sécurité, puis il y a beaucoup de normes qui ont totalement raison d'être et d'exister, mais là, ça, c'est un excellent exemple de problème qui est issu d'une norme et qui n'en avait pas avant, là. Qu'est-ce qui va être fait pour ça? Le conseil municipal a déjà prononcé à ce sujet-là. Le ministère des Transports ne prévoit pas faire de modifications. Il prévoit continuer de réparer la bretelle, puis on le sait, elle est réparée 2 jours plus tard, il y a des accidents. Écoutez, on peut continuer là, de faire des pressions, mais comme je dis, quand on leur en parle, là, ce n'est pas prioritaire pour eux. Monsieur Grenelle, me permettez-vous une question supplémentaire? Allez-y, Monsieur Dupuis. Est-ce que, Madame la mairesse, on a des statistiques sur le nombre d'accidents routiers avant et après le nouveau modèle, l'accès à l'autoroute 15? Non, on n'a pas actuellement, moi, je n'ai pas sous la main le avant-après. Il a été déposé dans la correspondance suite à une demande de Mme Desrosiers, un document. Mme Desrosiers a fait une demande d'accès à l'information auprès de la Sûreté du Québec pour avoir des statistiques d'intervention de la SQ à cet endroit-là. Malheureusement, ces statistiques-là représentent seulement les interventions de la SQ, parce que la SQ n'est pas nécessairement appelée s'il y a un accident. Vous comprenez? Un gars chaud ou une fille ou quelqu'un dans l'état d'ébriété qui fonce dedans, si son auto roule encore, peut-être qu'elle va décider de s'en aller plutôt que d'appeler la Sûreté du Québec. Donc, malheureusement, nous, tout ce qu'on a, c'est les interventions de la Sûreté du Québec. Je pense que Mme Traversy doit avoir de meilleures statistiques là, à ce stade-ci parce que, comme je dis, c'est pas parce qu'il y a un accident que la sûreté est appelée. Donc, c'est très difficile d'avoir des statistiques exactes de ce qui se passe là. Il faudrait qu'on le fasse nous-mêmes. Non, mais c'est ça, ces statistiques-là ne sont pas représentatives de ce qui se passe réellement. Donc, voilà. Mais la courbe est dangereuse. La courbe est et dangereuse. C'est dégueulasse de voir ça. Bien, c'est pas beau. Toujours, ça dure quoi? 1 mois, 2 mois après la réparation. Non, j'en conviens. Question à poser dans l'avenir. Ma deuxième question, c'est au sujet du roulement du personnel cadre. Je pense que, pas seulement que moi, mais d'autres personnes ici croient que le taux de roulement de cadre, surtout les cadres supérieurs ici, c'est assez élevé. Et c'est très coûteux quand vous remplacez quelqu'un, le recrutement, la formation, la courbe d'apprentissage et tout. Alors, ma question, est-ce que c'est planifié? Est-ce que c'est-à-dire c'est une réduction des coûts? Est-ce que c'est des manques de compétences? Est-ce que c'est des mauvaises embauches? Est-ce que c'est un manque de fit culturel ou vous voulez changer la culture? Ou est-ce qu'il y a une atmosphère hostile qui existe à la mairie ou une atmosphère toxique? Non, ça peut exister. Les gens arrivent, 6 mois plus tard, ils partent parce qu'ils ne peuvent pas endurer ça. Je vois ça, puis je compte les signes de dollars parce que j'étais dans ce domaine-là, le recrutement de cadres. Alors, je sais comment coûteux que c'est. Oui. Ça, c'est ma question.
Ben, écoutez, je peux vous assurer que ça va très bien, l'ambiance à l'Hôtel de Ville sous la gestion de Madame Robert. C'est sûr qu'au niveau de l'emploi au Québec, dans les Laurentides aussi en particulier, il y a une situation là, au niveau de la pénurie de main-d'œuvre. Donc, euh, c'est sûr que bon, il y a de la compétition entre les municipalités pour le personnel. Donc, c'est sûr que là, au niveau des salaires, c'est sûr que nous, il faut s'assurer de rester compétitif, mais ça reste on compétitionne des fois contre d'autres villes où là, tu sais, c'est vraiment difficile de rester compétitif. Ensuite, bon, c'est sûr qu'on a eu des reports à la retraite. On se souviendra là, pour M. Michauville mais M. Michauville, vous allez le revoir brièvement pendant les élections municipales, puisque c'est lui qui sera le président des élections pour la municipalité. Mais Michauville, ça était parti à la retraite. Donc, c'est ça, il y a des retraites. Puis, en général, dans la culture du travail en 2022, le temps d'emploi d'un employé va durer environ 2 ans. C'est la moyenne. Donc, et c'est sûr que là, il y a un gros changement de paradigme parce que, puis ça, tout le monde le dit dans le municipal. Moi, quand je suis arrivée à la municipalité ou quand M. Vaillancourt est arrivé à la municipalité, les employés là, restaient 10 ans et plus. Là. C'était normal à cette époque-là. Là, des employés comme ça, c'est plus comme ça. Ça se passe plus comme ça maintenant. Des employés qui restent de nombreuses années, des dizaines d'années comme ça se fait de plus en plus rare. Donc, il y a toute cette nouvelle réalité-là de l'emploi auquel on fait face. Donc, c'est sûr qu'il faut rester attractif. Puis je peux vous dire qu'à Sainte-Anne-des-Lacs, on a la chance d'être attractif. Et quand on donne, quand on rend, on part en appel de candidature, on reçoit des CV, puis on fait des belles embauches. Mais tu sais, il se passe ce qui se passe, c'est la réalité du marché du travail actuellement, mais on a une belle attractivité à Sainte-Anne-des-Lacs. Puis ça, cette attractivité-là, mais elle est due, entre autres, à Mme Robert, à son style de gestion, qui est en fait un style de gestion qui est très recherché dans le milieu municipal. Donc, Alors, c'est tous des coïncidences, plus ou moins. ben, c'est juste la réalité. Et C'est le comme ça marché, partout. et le marché. C'est le marché, c'est comme ça partout dans toutes les municipalités. C'est comme ça. Là. Personnellement, là, sur mon LinkedIn, là, je suis abonnée à toutes les municipalités dans la région. Puis il y a toujours des offres d'emploi parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, il y a beaucoup de compétition. Donc, c'est juste la réalité d'aujourd'hui. Là. Donc, je peux vous rassurer que tout va bien. Peut-être des passes de saison pour la baignade à Lac-Loisel peuvent aider à les attirer. Ben, peut-être. Mais c'est ça, nous, nos postes ne restent pas ouverts très longtemps, là, donc je pense que c'est le plus beau signe d'attractivité, là. Quand un poste reste ouvert 9 mois et plus, comme j'ai déjà vu dans d'autres municipalités, là, il peut y avoir un problème, mais voilà. Monsieur Pronovo. Bonsoir. Il y a une étude qui a été faite récemment sur les eaux souterraines. Est-ce que vous pouvez partager avec nous les résultats de cette étude-là ou ils sont déjà disponibles sur le site de la municipalité? Écoutez, on va les partager bientôt. Là. Le conseil municipal avait des questions concernant tu sais, le rapport. Donc, le conseil a dû vraiment se plonger dedans, poser des questions. Donc, pour le moment, c'est un document qui est encore stratégique là, dans le sens où on attend des réponses. On veut aussi, quand on va le rendre public, on va sortir ça avec de l'information, puis on veut s'assurer que le rapport va être accessible dans le sens où il va y avoir de l'information vulgarisée là, pour que ça soit lisible là, pour tout le monde parce que c'est très technique. Est-ce qu'il y a un échéancier ou vous allez tenir au courant au moment opportun? Je vais vous tenir au courant au moment opportun, mais ça ne devrait pas trop tarder. Okay. C'est tout. Merci. Merci, M. Pronovo.
Monsieur Gelac. Bonsoir. C'est là-dedans que je dois parler? Oui. OK. OK. À propos du projet de la baignade là, au lac Loisel, ainsi que la demeure qui va avec, il y a eu une rencontre, une réunion le 6 juin à 3 heures. Oui. Mais moi, je ne pouvais pas y être. OK. Donc, ben, je voudrais avoir un petit peu vos impressions de la rencontre. Combien il y avait de personnes? Est-ce que ça a été positif? Est-ce que les gens. En fait, les gens invités, c'était ceux qui habitent près, là. Mhm. Je pense pas que ce soit tout le monde. C'était pour les gens de. N'est-ce pas? Donc, j'aimerais savoir Ben oui. comment ça s'est passé là, en 2, 3 minutes. Je n'ai pas besoin. Oui, oui. Est-ce que c'était positif? Est-ce que les gens étaient déçus? Ben Contents? écoutez, effectivement, vous avez raison. Donc, on a rencontré les citoyens riverains, puis les citoyens qui sont vraiment tu sais, limitrophes, qui sont très, très près du lac et qui sont impactés par ce projet-là d'accès à la baignade en nature. Le but de ça, en fait, je pense que c'est un travail qui est, tu sais, qui est continu et qui devra être fait en continu de la part du conseil municipal pour s'assurer que ce projet-là se déploie harmonieusement dans la communauté. Le conseil, qui est accompagné de Mme Morrison, là, qui a fait un travail exceptionnel là, depuis le début, veut s'assurer que les préoccupations des citoyens sont prises en compte. Puis, tout ce travail-là que Mme Morrison fait, accompagnée de Mme Robert là, depuis le début, a vraiment, ben, je crois, là, des résultats. Donc, je dirais que c'est positif parce que il y a beaucoup d'échanges qui sont constructifs. Quand il y a des petites préoccupations, des petits pépins, on va travailler à la recherche de solutions avec les citoyens. Puis il y a toujours des solutions originales, là, souvent qui sont proposées. Donc, on travaille conjointement comme ça, proche avec les citoyens pour s'assurer que ça va être fait harmonieusement. Puis, donc, on l'a fait là. Moi, c'est quelque chose, bon, tant que je suis ici, tant que je suis en poste, je vais m'assurer que ce contact-là reste établi. Puis, Je suis confiant, mais je veux savoir comment ça s'est passé, la rencontre. Est-ce que les gens se sont plaints? Est-ce qu'il y a eu plus de commentaires positifs que négatifs? Combien il y avait de personnes? Je pense qu'on était, M. Hood était là, je pense qu'on était une douzaine, Sylvie Barbeau était là, je dirais une douzaine. Je pense qu'il y a des préoccupations, puis il ne faut pas faire fi des préoccupations. On a vraiment regardé les préoccupations au niveau de l'affichage, au niveau de la sécurité, au niveau des heures. Les gens amènent leurs préoccupations et ont vraiment ouvert avec Mme Robert, c'est surtout elle qui pilote au niveau de la ville pour trouver des solutions. Puis je pense que des solutions en évolution. Puis j'aurais envie de vous dire, si vous avez manqué la rencontre, il me ferait plaisir de vous rencontrer puis entendre vos préoccupations pour les ramener à la table, pour être capable de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que, tu sais, on est 12 têtes mis ensemble, c'est toujours mieux que... Fait que, assurez-vous qu'on est là vraiment pour vous écouter puis essayer de trouver des solutions. On Oui, trouve encore des solutions pour la toilette. oui. Non, comme je l'ai dit, je suis confiant. Je n'ai pas pu y aller. Mais oui, si j'ai du temps, j'aimerais vous rencontrer. Là, mais évidemment, ça ne presse pas. Mais cet été, qui merveilleux. arrive bientôt un peu. Mais Merveilleux. OK. Donc, c'était bien? Bien, moi, j'ai trouvé que c'était très Vous bien. étiez là? Oui, oui, oui. OK. C'est ça, OK. comme dit Mme Morrison, on OK. a parlé beaucoup d'affichage. Donc, Affichage. l'affichage pour tu sais, les stationnements, les entrées, les chiens. Donc, ça a été, comme je vous dis, ça a été très constructif, là. OK. Oui. Là, on va s'en reparler Bon, éventuellement. ben oui, n'hésitez pas à nous appeler, M. Gelac. Merci beaucoup. Monsieur Fauché. Bonsoir. Bonsoir. Depuis quelque temps, vous faites le recours à des sondages
Et jusqu'à présent, vous gardez précieusement les résultats de ces sondages par devers vous. Ce qui veut dire qu'on n'en sait jamais. C'est comme si des partis politiques disaient nous sommes majoritaires, mais on ne vous le dira pas. Le dernier sondage concerne le lac Loisel et l'usage futur du chalet. J'ai appris aujourd'hui qu'il y aurait eu 40 répondants. C'est déjà un progrès. Là-dessus, à la dernière réunion, j'ai appris que certains avis mentionnés étaient considérés comme non acceptables ou non recevables. Ce qui veut dire que choisissez entre le bleu le jour ou le rouge, et si vous dites vert, vous êtes hors sujet. Donc, il y a des opinions non recevables. La conséquence de ça, ça veut dire que la crédibilité même de l'outil est inutile. C'est-à-dire que vous considérez qu'il y a des choix de réponse que vous n'admettez pas. Dans ce sens-là, pourquoi procéder à des sondages, puisque par définition, il y a des opinions que vous ne voulez pas entendre? Alors, ou bien vous donnez les pleins résultats et vous nous donnez l'information, ou bien vous cessez de dépenser de l'argent inutilement pour faire des sondages. Voilà ma question. Merci, Monsieur Fauché. Comme j'ai dit au début, c'était, ben, écoutez, vous appelez ça un sondage. Pour C'est moi. bon. Oui. Moi. C'est un processus de participation citoyenne. Je Non, c'est un comprends. sondage. Vous posez des questions, on répond. Oui, c'est ça. Ça Pour la s'appelle de la participation. participation citoyenne. Non, non, la participation, c'est donner la rétroaction. Vous dites, voilà les réponses qu'on a reçues. On ne les a jamais sues. Exactement. Ben, parce qu'on est dans le processus encore. Donc, il y a effectivement, il y a des choses il va y avoir des commentaires qui vont être émis. Donc, vous savez, c'était une façon pour le conseil municipal d'aller s'inspirer, là. Donc, je vois difficilement comment on peut nous reprocher de demander l'avis des citoyens sur comment ils voudraient s'approprier un lieu. Je comprends que vous êtes impatient d'avoir le résultat. Aucune impatience. Je m'inquiète du gaspillage. Vous posez des questions, on Ne- a une réponse. oui. C'est du Ben, écoutez, gaspillage. ben, Monsieur Fauché, on va vous donner les réponses. Il va y avoir un rapport. Tout est documenté. Donc, il y a un rapport qui sera déposé et vous aurez vous verrez tous les résultats. Sous question, est-il vrai qu'il y a des réponses jugées non recevables? S'il y a des réponses jugées non recevables, ça sera expliqué et c'est pour des raisons légales. Est-ce que ça fait du sens? Non, Non. parce que selon moi, les cadres législatifs, selon les enjeux, peuvent être modifiés en fonction des préférences des citoyens. Bien, écoutez, je crois que ça dépend des situations, mais écoutez, on aura l'occasion d'en discuter lorsque le rapport sera rendu public. Là, le conseil municipal avait des questions sur le sujet, attend encore quelques réponses, puis quand on aura eu une orientation, mais Est-ce que je me trompe, mais la question du chalet du lac Loisel a été mise sur la glace et vous avez transféré la décision au prochain conseil? Non, ce n'est pas une décision qui a été prise. Puis si le conseil municipal va aller dans ce sens-là, vous serez naturellement mis au courant. On se donne encore la chance de faire avancer ce dossier-là. Mais comme j'ai dit en début de séance du conseil, le temps se fait très court et oui, il est possible que ce soit un dossier qui sera pour un prochain conseil municipal, mais on se donne encore la chance de travailler ce dossier-là. Beaucoup de chance. Merci, M. Fauché. Monsieur Beauregard.
Bonsoir. Bonsoir. Vous n'avez pas parlé, quelques mini-questions, là. Vous n'avez pas parlé de l'état, de l'évolution, de la demande de subvention au PRACIM. J'imagine que c'est parce que vous n'avez pas eu de réponse. Pour le PRACIM, j'ai eu quelques échanges là, avec le ministère des Affaires municipales, la section locale, pour m'assurer là, que le dossier était bien entre leurs mains, que tout se déroulait normalement. Puis on m'a assuré que le dossier suit son cours et qu'actuellement, il y a des délais parce que de leur côté, ils ont une plus grosse charge de travail, donc ils ont plus de documents à analyser, plus de dossiers. Donc, c'est ce qui explique le délai à ce stade-ci. Bref, la réponse, c'est non. Ben, la réponse, c'est que j'ai Vous n'avez pas eu la réponse. J'ai pas la réponse, mais Bon, OK. j'ai eu de l'information. Question sous-jacente à l'hôtel de ville. Ne pensez-vous pas, Madame la mairesse, que si l'hôtel de ville était dans un état un peu plus salubre, on pourrait garder les cadres plus que 2 ans? Ben, c'est sûr que c'est sûr que Ça pourrait jouer, je pense. Ça pourrait jouer. Bon, c'est une question pour détendre la non, mais c'est sûr que, ben, écoutez, ça fonctionne. Mais c'est sûr que quand je parle de compétitivité, oui, ben, c'est sûr qu'il y a les salaires, mais il y a l'environnement de travail aussi, naturellement. Vous parlez plus de la nature à l'état peu qu'une photo de l'hôtel de ville dans le recrutement. Oui, c'est ça. On fait merci. plus part de valeurs institutionnelles. J'aimerais revenir sur la présentation de Mme Robert, que j'ai trouvée très intéressante, parce qu'on se retrouve, entre autres, avec un surplus de 2,7 millions. Bon, il est en affecté peut-être 500 millions, mais 500 000, excusez, là, je suis encore dans le budget des États-Unis. Là, C'est ça. on change les catégories de chiffres. Puis, je sais que le président Trump avait dit que les étudiants d'Harvard ne savaient pas faire du calcul mental, mais je n'ai pas étudié à Harvard, fait que je sais faire du calcul mental. Vous avez parlé il y a 4 éléments par rapport au budget où les revenus ont été supérieurs aux prévisions. Il y a les droits de mutation, des revenus supplémentaires qui viennent du MTQ. Je ne sais pas c'est à quel titre. MTQ, vous avez dit on a eu plus d'argent prévu. Il y a eu de l'argent renvoyé par le MTQ, qui est une bonne chose, mais à quel titre? C'est pas le MTQ, c'est la TVQ. Ah, la TVQ. Oui. Ah, ben là, je comprends plus. OK, parfait. Ça me surprenait que le MTQ nous envoie de l'argent. C'est comme la police en général, c'est dans l'autre sens. On a fait plus d'argent sur les intérêts, sur les liquidités, puis il y avait une 4e source que je n'ai pas comprise. D'écart. D'écart intéressant parce qu'on a eu plus de revenus que prévu. Les mises à jour reliées aux nouvelles constructions. OK. Nouvelles constructions, les garages, dans le fond, tous les permis qu'on octroie en urbanisme qui fait en sorte que les maisons prennent de la valeur. Oui, oui. C'est très dur à estimer au niveau du budget. On le traite un petit peu comme les droits de mutation. Quand on fait le budget, on est très, très sécuritaire quand on estime les C'est permis. une très bonne chose. Ouais. OK. Fait que, quand on fait des prévisions relativement pessimistes, si le plus mauvais arrive, on l'avait prévu, puis si ça va mieux, bien, c'est parfait. OK, merci bien. Merci, M. Beauregard. Monsieur Mercier. Bonsoir. Bonsoir. Un peu en ligne avec ce que M. Beauregard vient d'aborder. On est donc maintenant avec un surplus accumulé de 2,7 millions. On entend ce soir qu'un demi-million sera affecté dans un fonds de stabilisation, ce qui est certainement une sage décision.
que le Conseil considère-t-il faire avec le 2,2 millions restant de ce 2,7 millions de surplus accumulé? Comme j'ai dit au début de la séance, le Conseil a eu les résultats de ça seulement jeudi dernier. Donc, le Conseil doit avoir des discussions à ce sujet-là au cours du prochain mois. Ce qui a déjà été mentionné dans le passé, à savoir que les sommes que l'on a dans le surplus accumulé ne seraient pas utilisées pour le projet d'hôtel de ville et bibliothèque. Est-ce que cette ligne de conduite est toujours considérée? Écoutez, je ne me souviens pas d'avoir dit ça, mais chose certaine, c'est que c'est le Conseil qui devra décider des affectations. Puis là, pour le moment, je n'ai pas d'orientation du Conseil à ce sujet-là. Donc, pour me prononcer, je vais devoir attendre que le Conseil se prononce là-dessus. Donc, il serait juste de dire que ce soir, vous n'êtes pas en mesure de confirmer que ce surplus ne sera pas utilisé aux fins de financement du nouvel hôtel de ville et de la bibliothèque. Pouvez-vous répéter votre question? Absolument. Dois-je comprendre de votre réponse que ce soir, vous n'êtes pas en mesure d'affirmer que le surplus restant de 2,2 millions ne sera pas utilisé pour le financement de l'hôtel de ville et de la bibliothèque? Exactement. Ce soir, je ne suis pas en mesure d'affirmer quoi que ce soit sur l'affectation du surplus, de quelque façon que ce soit. C'est donc une possibilité, même si on ne peut pas affirmer le contraire. Ce soir, je ne suis pas en mesure. Parfait. OK, je n'ai pas recommencé. Alors, Non, je merci. vous invite effectivement à aller réécouter. La question avait été posée déjà et je me souviens très clairement que même Mme Robert avait affirmé que ce n'était pas dans les plans. Alors, si vous allez réécouter les séances précédentes du Conseil, vous verrez que cette question-là a déjà été posée et avait déjà fait l'objet d'une réponse. Ma deuxième question. Il y a quelques mois à peine, il avait été fait état d'un acte héroïque de la part de 2 citoyens à l'occasion d'un incendie ici sur le territoire de la municipalité. Et je vous avais soumis l'idée à l'époque qu'une plaque signalant cet acte héroïque de la part de 2 citoyens à l'égard d'autres citoyens de la municipalité là, pourrait être installée à l'hôtel de ville. Et tous les membres du conseil avaient trouvé que c'était là une très bonne idée et une bonne façon de signaler cet acte héroïque de certains membres de la communauté. Est-ce que cette plaque a été installée, préparée, commandée ou où en sommes-nous relativement à cette proposition? Pour le moment, là, il n'y a pas eu de suite là, concernant votre proposition. Il faudrait naturellement là, que le conseil municipal se penche sur le dossier, puis ça devrait être, à mon avis, adopté dans le cadre d'une politique pour souligner ce genre d'affaires-là, parce qu'il faudrait justement là, se doter d'un système pour pouvoir reconnaître tous les actes qui sont commis là, de cette nature-là. Là. Donc, il faudra qu'on réfléchisse. Oui. Depuis 25 ans que je suis ici à Sainte-Anne, sauf erreur, c'est la première fois qu'il y avait un acte aussi héroïque qui, d'ailleurs, avait amené le conseil à soumettre la candidature de ces 2 citoyens au gouvernement là, dans le cadre des reconnaissances d'actes de civisme. Pensez-vous qu'il est vraiment nécessaire d'attendre l'adoption d'une politique avant de tout simplement, que ce soit sous forme de certificat, d'une lettre qui serait affichée à l'hôtel de ville? Il sera probablement trop tard pour signaler ce fait-là lorsqu'on aura enfin eu le temps de réfléchir à une politique. Là.
Il me semble que c'est un cas où le conseil pourrait faire preuve de diligence et de tout simplement signaler cet acte héroïque de la part de 2 citoyens. Mhm. Ma troisième question. Monsieur Pronovo a signalé tantôt qu'il y avait eu récemment adoption d'une résolution du Conseil pour octroyer un mandat relativement à l'étude de l'eau souterraine. Il m'a précédé un peu, mais je n'interprète pas comme lui l'écoulement du temps. La résolution dont on parle, c'est une résolution adoptée il y a plus d'1 an, à la séance du 5 mai 2024. Dois-je comprendre que depuis ce temps-là, le Conseil n'a toujours pas eu l'occasion d'approfondir ce dossier-là et qu'on en est encore à poser des questions à l'expert et qu'en juin 2025, alors que la résolution dans les considérants disait qu'il s'agissait là d'un sujet urgent, on n'est toujours pas plus avancé. Écoutez, et c'est sûr que quand le conseil municipal pose des questions à un expert, il approfondit le sujet. Donc, on est encore, oui, dans ce processus-là. Puis, éminemment, là, on rendra tout ça public. Alors, peut-on comprendre que même s'il y a des termes techniques dans ce rapport, compte tenu du fait que plusieurs citoyens de la municipalité ont des compétences variées et poussées dans différents domaines, peut-on espérer que ce rapport-là sera rendu public? Ah oui, absolument. Parfait. Et ma dernière question, vous avez mentionné que vous aviez eu des communications avec les représentants du gouvernement relativement à la demande de subvention pour la construction de l'hôtel de ville. Une de ces questions que vous avez posées ou qu'ils ont pu vous poser lors d'une pareille communication téléphonique était-ce quel était le coût estimé actuel du projet de l'hôtel de ville? Je ne comprends pas le sens de votre question. Je me demandais si eux, comme nous, étaient impatients de connaître le coût évalué du projet là, de l'hôtel de ville et de la bibliothèque pour lequel on demande la subvention parce que vous vous souviendrez que depuis plusieurs mois, la question est posée. C'est quoi le coût actuel de l'évaluation de ce projet? Et je me demandais maintenant que les documents sont entre les mains du ministère, si on allait enfin pouvoir aviser les citoyens du coût du projet qui est indiqué. Je comprends maintenant votre question. Donc, actuellement, le ministère est en train d'analyser, là, comme je vous ai dit, on a envoyé plus de 400 pages de documents. Le ministère demande de les analyser. Puis, une fois que cette analyse-là sera complétée, c'est le ministère qui va déterminer, qui va nous donner le go là, pour aller en appel d'offres, donc pour déposer sur SEAO. À ce stade-ci, moi, je n'ai pas eu de retour, donc il pourrait y encore y avoir des possibilités que le ministère approfondisse certaines choses, pose des questions. Donc, à ce stade-ci, là, on est encore au niveau de l'analyse, là, au niveau du ministère. Donc, dès qu'on va avoir plus de réponses, on va être en mesure de vous les donner. Mais là, pour le moment, c'est le stade où on est rendu. Est-il exact que sur le site de la municipalité, sur le site Internet de la municipalité, il est indiqué dans le dossier sur l'hôtel de ville, le projet d'hôtel de ville, que parmi les documents qui devaient être envoyés au gouvernement, il y avait une évaluation du coût à jour. Vous souvenez-vous d'avoir lu ça sur le site de l'hôtel de ville? Oui. C'est quoi le montant de l'évaluation du coût à jour que vous avez transmis au gouvernement? Oui. Écoutez, quand je vais avoir le retour du gouvernement. Non, mais ma question, ce n'est pas de savoir ce que le gouvernement va vous dire, c'est de vous demander, tel que vous l'indiquez, et toujours sur le site Internet de la municipalité, c'est quoi le montant que vous avez dû communiquer au gouvernement? Je comprends que le gouvernement vous répondra, là, mais à cette demande-là, c'est quoi le montant que vous avez indiqué?
Quand je vais avoir un retour du gouvernement, je vais être en mesure de vous partager ce chiffre-là parce qu'à ce stade-ci, il pourrait encore changer. C'est vrai. Oui. Il a de toute façon changé à quelques reprises, là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le montant qui est indiqué dans le document que vous nous avez dit sur le site Internet que vous deviez transmettre au gouvernement. Ce montant-là, il est connu, là. Alors, quel est-il, même si vous nous dites qu'il peut être appelé à changer? Mhm. Mais à l'heure actuelle, c'est quoi le montant que vous avez indiqué sur le document que vous avez transmis au gouvernement tel que vous l'avez indiqué sur le site Internet? Comme je vous ai dit, quand je vais avoir la réponse du ministère, je vais communiquer avec vous, Parfait. avec l'ensemble des Je veux citoyens. juste bien comprendre. Quand vous aurez la réponse du gouvernement qui vous dira ce que vous avez écrit sur le document, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Monsieur Mercier, Parce que vous dites, avez-vous d'autres questions? eh bien oui, ma dernière question, c'est celle-là. Dois-je comprendre de votre réponse quand vous nous dites, quand le gouvernement me le dira, vous dira quoi? Il vous dira ce que vous lui avez dit, c'est ça? Quand le gouvernement va nous dire que les documents qu'on a envoyés sont bons pour aller en appel de projet, mais là, ça va me faire plaisir de vous communiquer euh, les chiffres là, qui sont là. En attendant, comme vous savez, moi, je ne veux pas mélanger la population avec les chiffres à chaque fois qu'il y a une révision. Donc, on va attendre d'avoir le go du ministère. Puis à ce moment-là, ça va me faire plaisir. Actuellement, vous comprendrez que c'est un document qui est stratégique dans le sens où c'est un document qui est à ce stade-ci un document de travail, c'est un document qui est appelé à changer. Donc, jusqu'à ce que j'aie une version définitive, je vais m'abstenir de partager des chiffres. Puis quand j'aurai une réponse définitive, soyez assurés que je vais le partager avec vous. En fait, j'entends votre assurance ce soir. C'est de la même nature que les assurances que vous nous aviez données en novembre, en décembre 24, en janvier, en février 25, lesquelles assurances n'ont pas nécessairement amené des résultats. Mais ma dernière question, et là, c'est vrai que ce sera ma dernière, dois-je comprendre que votre crainte de mêler les citoyens en leur donnant différents chiffres est plus grande que votre souci de ne pas donner l'information aux citoyens? Monsieur Mercier, vous comprendrez que l'information, vous allez l'avoir. Donc, Et on ne sait pas quand. Monsieur Mercier, si j'avais une boule de cristal, ça serait tellement plus simple pour moi. Mais là, j'en ai pas. Puis je dois travailler selon des processus. Puis je veux travailler diligemment. Donc, s'il vous plaît, moi aussi, je suis impatiente d'avoir La différence, toutes c'est que les. vous l'avez, le chiffre actuellement, que vous Oui, mais avez j'ai aucune communiqué au certitude. ministère. Je comprends. Et c'est sûr Mais que monsieur comme Mercier, citoyen, quand on lit les documents que la municipalité diffuse et qu'elle nous invite à lire, et que ces documents-là disent que ce prix-là est connu au moment où on transmet la demande de subvention au gouvernement, ben, vous devriez être contente du fait que les citoyens lisent les documents que vous publiez et s'attendent à ce que vous publiez là, Monsieur soit Mercier. suivi. Monsieur Mercier, permettez-moi de vous dire que depuis, en fait, depuis le début du projet, vous avez été le citoyen le plus présent par rapport à ce projet-là, qui avait le plus assidu, avec la plus de rigueur. Puis, je dois vous dire que vous nous avez forcés à l'excellence. Donc,
j'ai pris de bonnes habitudes de travail beaucoup grâce à vous. Puis l'intérêt que vous portez au dossier de l'Hôtel de Ville Bibliothèque, je pense que pour certains citoyens, pourrait peut-être avoir de l'air un peu agaçant, mais je peux vous assurer que pour moi, je le perçois comme une marque de grand intérêt pour le dossier. Puis vous avez un souci de la saine gestion que dans ma position, je ne peux que respecter. Puis je vois ça comme un appui au projet. Donc, je vous remercie pour vos questions. Et écoutez, à chaque séance, je vous invite à continuer de nous poser des questions. Puis nous, on va continuer de faire notre travail du mieux qu'on le peut. Vous êtes très gentil, des bons mots à mon égard, mais je vous dirai que ce ne sont pas mes préoccupations, mais je vous assure que ce sont les préoccupations de beaucoup de gens qui sont assis dans la salle, beaucoup de gens que je rencontre. Et tous ces gens que je rencontre me demandent justement, compte tenu de ton assiduité, là-dessus le chiffre. Et je suis obligé de leur répondre, je suis comme vous dans l'attente. Alors, ce que j'ai essayé de promouvoir, si vous dites que vous avez effectivement retenu ne fût-ce qu'un grain de sable de ce que j'ai pu prêcher, vous avez certainement entendu que la transparence et la réponse aux questions, c'est ce que je prêche d'abord et avant tout. Merci. Merci, Monsieur Mercier. Est-ce que Monsieur Le Bourdet, vous aviez une question? Bonsoir. 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 Moi, j'ai une question prospective et le début du mandat, de votre mandat, et la fin de votre mandat qui s'en va vers le mois de novembre. Le début de votre mandat a été un petit peu perturbé au point de vue de gestion, à savoir que on a décidé de restreindre la participation de certains conseillères. Et ces personnes n'ont pas pu assister aux démarches du conseil, du restant du membre du conseil. Et à ma connaissance, ont reçu l'information de Mme Robert une fois que des décisions étaient prises. Et alors, bref, c'était pour moi une administration un petit peu non démocratique. Dans mon cas personnel, j'ai un conseiller, M. Harvey, et c'était un des conseillers, à ma connaissance, qui a été mis de côté. Alors, moi, comme citoyen du secteur 6, un représentant qui n'assiste pas aux démarches du conseil ne peut pas participer, ne peut pas mettre ses opinions. Et je me dis, ben, il sert à quoi? De recevoir l'information, ben, ils ont juste à venir au conseil, réunion de conseil une fois par mois, et les recevoir comme moi je les reçois. Alors, bref, c'est l'impression que j'ai reçue. Votre question? Ma question est, je croyais qu'une fois que Mme Lupin s'est retirée et qu'elle a été remplacée, je croyais réellement que toute cette situation-là avait été réglée. Et à ma grande surprise, à moins que je fasse erreur, cette démarche existe encore. Alors, j'aimerais savoir si tel est le cas. Et si tel est le cas, bien, ça ne tient pas la route. Alors, si tel est le cas, je ne voudrais pas, en 2025, novembre 2025, j'en veux plus de ça, ça ne tient pas la route. Alors, si je fais erreur, de grâce, corrigez-moi. Écoutez, je ne ferai pas de commentaire là, sur la situation au sein du conseil municipal. Ce que je peux vous assurer, c'est que tous les conseillers municipaux reçoivent toute la documentation dont ils ont droit et besoin pour la prise de décision. Puis les décisions d'un conseil municipal se prennent en séance du conseil et les délibérations doivent se faire en séance du conseil. Donc, c'est arrivé qu'il y a des délibérations
qui ont lieu. C'est normal. Je pense qu'on n'est peut-être pas habitué. Dans des petites municipalités, on n'est pas habitué à avoir des délibérations qui se passent comme ça en séance du conseil. Et oui, effectivement, le fait est qu'il y a eu des difficultés au sein du conseil municipal, mais comme je dis, il n'y a pas de manuel d'instruction. Là, la loi, en fait, le code municipal, puis la loi sur les cités et villes, mais ici, c'est le code municipal, va prévoir tu sais, des situations dans des grosses villes où il y a une opposition officielle. Puis, et ces gens-là travaillent comme des parlementaires, là. Donc, ils ont tu sais, leurs propres ressources et les délibérations se passent en séance du conseil. Alors, c'est sûr que pour les petites municipalités, c'est surprenant de voir des fois des décisions importantes au sein du conseil municipal. Puis je comprends que ce n'est pas le fun, mais ça arrive partout au Québec. Il n'y a pas, comme je dis, il n'y a pas de processus qui est aussi clair qu'il y a dans les grandes villes, mais quand on regarde les grandes villes, c'est pas tout le monde qui travaille tout le temps ensemble, mais les débats se passent en séance du conseil. Ben, Donc voilà. alors, justement, les grandes villes et les gouvernements, Oui. ils ont une majorité, une opposition. La majorité gouverne, l'opposition et l'opposition. Dans une petite municipalité, d'autant plus, tous les conseillers, avec le maire et la mairesse, devraient travailler ensemble parce qu'il n'y a pas au départ un parti comme il y avait. Vous aviez votre parti. Vous aviez des conseillers, je vais dire, indépendants. Oui. Vous avez été élu avec 2 conseillers indépendants. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Oh, on me dit 3 conseillers maintenant. Alors, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Vous avez pris une décision de mettre ces personnes-là un petit peu de côté. Corrigez-moi à votre réponse si je fais erreur. Si c'est le cas, Mme Robert a la responsabilité de s'assurer que tous les conseillers, à ma connaissance, participent à tous les débats et non quelques conseillers qui reçoivent la décision qui a été prise et dans laquelle ils n'ont pas pu participer. Je crois que c'est la responsabilité de Mme Robert de s'assurer que ça ne se passe pas, de s'assurer que tous les conseillers participent à part entière à toutes les décisions. Alors, si c'est encore le cas aujourd'hui, moi, je ne comprends rien et je demande, si tel est le cas, mea culpa à tous les conseillers qui sont là. OK? Et ça ne devrait jamais se reproduire dans le futur. Monsieur Le Bourdet, Oui. je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, c'est. Mais ça a été votre directive, non? La situation dans laquelle on se trouve, ce n'est pas une situation que je trouve souhaitable. C'est une situation que je trouve très regrettable. Donc, c'est pas. Vous savez, on ne fait pas ça sur un coup de tête. Ensuite, pour revenir à Mme Robert, elle, sa responsabilité, c'est de s'assurer que tous les membres du conseil ont accès à la documentation. Et les débats, je le répète, se passent en séance du conseil. Donc, Mme Robert remplit son rôle parfaitement. Donc, il n'y a pas... Je vais finir avec une dernière question. Dernière question. Vous participez à la MRC comme mairesse, d'accord? Est-ce que vous pouvez me dire, dans les 10 autres municipalités dans la MRC, est-ce qu'il y en a une autre municipalité qui a décidé de fonctionner comme vous avez décidé de fonctionner en mettant certains conseillers à part? Est-ce que parce que vous parlez des autres municipalités? Oui, il y a d'autres municipalités qui vivent exactement des choses. Ils ont fait la même chose. Absolument. Absolument. Dans la MRC, il y a d'autres municipalités qui ont des situations similaires, puis il y a plein d'autres endroits au Québec qui ont des situations similaires. Donc, ce n'est pas exceptionnel. Puis, c'est sûr que, oui, effectivement, c'est un débat
je crois, de démocratie qui est tout à fait sain. Je crois que vous posez des bonnes questions. Vous posez des bonnes questions. Puis, effectivement, mais on le sait là, qu'il y a des problèmes là, en général dans la démocratie municipale. On en parle beaucoup. Il y a eu beaucoup de démissions. Il n'y a jamais eu autant de démissions partout au Québec. Donc, il y a des réformes importantes à faire dans le milieu municipal. Puis, les situations que vous soulevez qu'on vit à Sainte-Anne-des-Lacs, effectivement, ce sont des situations qui, je pense, gagneraient à être réfléchies et discutées là, dans les plus hautes instances gouvernementales afin de modifier certaines choses, puis de protéger tous les élus qui sont présents, clarifier les rôles. Donc, il y a des grosses discussions à avoir. Puis, malheureusement, là, c'est sûr que ce n'est pas ce soir qu'on va régler ça, mais vos préoccupations sont très, très au bout du jour. Oui. Alors, voilà, il ne faudrait plus, aux prochaines élections, se présenter comme indépendant parce qu'on est seul et au désir, au souhait de la mairesse ou du maire ou de l'équipe gagnante, bien, on peut le tasser ou la tasser. Alors, la morale de l'histoire, aux prochaines élections, il y a une équipe A puis une équipe B et qu'une fois décidé, bien là, on peut fonctionner. Mais se présenter comme indépendant dans un contexte que vous venez de m'expliquer, là, c'est une foutaise. Vous êtes indépendant, vous venez jouer dans ma cour, sinon, vous restez dans la vôtre. Bref, je vous laisse avec ça. Merci. Bonne soirée. Il n'y a plus de questions. Est-ce que, Madame Traversy, si vous voulez qu'on parle de vos arbres, j'en ai parlé tantôt. Oui, on va fermer la séance puis venez nous voir parce qu'on a parlé des points qui vous concernent en ouverture de séance. Donc, venez, donc, venez nous parler. Vous aurez besoin d'un proposeur pour lever la séance? Jean-Sébastien. Monsieur Vaillancourt lève la séance. Il est 21h30.